donner du feedback, c'est aussi savoir en demander et savoir en recevoir. Et là, ça se complique un petit peu. OK. Et ceux qui excellaient vraiment là-dedans, c'était des managers qui étaient reconnus, c'était des managers qui faisaient grandir leurs équipes, se développer leurs collaborateurs. Voilà, donc c'est très vertueux de développer la culture du feedback en entreprise, mais c'est pas si simple que ça. C'est aussi ce que j'ai pu constater, c'est que déjà culturellement parlant, en France, on n'a pas forcément cette culture du feedback. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. C'est pas toujours quelque chose qu'on nous apprend non plus en entreprise. Donc, c'est pas toujours si simple, en fait, de développer la culture du feedback dans l'entreprise, que ce soit auprès des managers ou auprès des collaborateurs. Donc, c'est tout le sujet, en fait, de ce webinaire. C'est de comprendre déjà ce que c'est le feedback, quand est-ce qu'on pratique le feedback, comment on va pratiquer le feedback. Je vais vous donner quelques clés par rapport à ça. Et surtout, quels sont les prérequis pour développer la culture du feedback dans l'entreprise. OK. Donc, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer à la suite. Et c'est un webinaire que j'ai voulu interactif. Donc, je vais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi le feedback? Comment on pourrait définir le feedback dans l'entreprise? Donc, je vous laisse quelques instants là pour répondre dans le chat. Et c'est Lucas qui me dira un petit peu ce que vous avez mis. Comment on peut le définir? Alors oui, donc on va attendre un peu qu'il y ait des premières réponses et puis je dirai un peu ce qu'il y a comme réponse. Alors attention, dans le chat, parfois on peut répondre à certaines personnes ou répondre à tout le monde. Donc il faut bien mettre tout le monde. Normalement par défaut, c'est tout le monde. Alors, Nathalie nous dit le feedback, c'est l'art de reformuler. Ouais. Alors, Première. on va utiliser de la reformulation, ça en fait partie, ouais. Yuri dit c'est un cadeau. Tout à fait. C'est un vrai cadeau pour faire grandir la personne. Où je peux m'améliorer. Alors, Cécile dit où je peux m'améliorer. Donc, Morgane dit c'est faire un retour entre deux collaborateurs ou une équipe sur une situation en positif et négatif afin de faire évoluer les pratiques et les relations. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Effectivement, ouais, c'est un retour. C'est faire un état des lieux. On nous dit cadeau si feedback est constructif. Et on nous dit aussi c'est formuler des critiques constructives. Ouais, il se veut constructif, le feedback, ouais, tout à fait. Okay. On a autre chose? C'est un retour d'information, des commentaires et des critiques. Et il permet de faire grandir, que ce soit des feedbacks positifs et des axes d'amélioration. Ouais, tout à fait. Effectivement, vous avez tous raison dans ce que vous dites. C'est bon, Lucas, il y a d'autres choses où je peux... On dit que c'est communiquer. Il y a une question, mais peut-être je la garde pour après. Mettre en avant un ou plusieurs collaborateurs face à leurs pairs ou d'autres managers si le feedback est accessible à tous. OK. Voilà. Bon, après, s'il y en a d'autres, au pire, je reviendrai dessus après. Donc, effectivement, le feedback, alors déjà, si on veut définir le feedback, c'est quoi? C'est une forme de communication interpersonnelle, d'accord? Ça fait partie des outils de communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça consiste à exprimer un retour à son interlocuteur, d'accord? Donc, on va apprécier, et vous l'avez dit de manière très juste, de manière positive ou de manière constructive, soit un comportement, soit un résultat, soit une situation, mais de manière justifiée. D'accord? Et je l'ai dit en préambule, mais le feedback, on va en donner, on va en recevoir, on va en demander, on peut aussi en refuser. D'accord? Donc, ça marche dans les deux sens. Effectivement, il faut être au moins deux pour pratiquer le feedback. Et par conséquent, à partir du moment où on va apprécier de manière constructive ou positive une situation donnée, ça va permettre pour le collaborateur de se développer, de prendre conscience de ses forces et de ses points de progrès. On n'a pas toujours conscience, en tant qu'individu, de nos forces, de nos points de progrès, de l'image qu'on nous renvoie aussi. On n'est pas toujours non plus lucide par rapport à ça.
on a forcément tous des angles morts. Donc, le feedback, il va venir éclairer ces angles morts. D'accord? Donc, de manière globale, on va dire que c'est un levier de meilleure connaissance et de meilleure conscience de soi pour la personne qui va le recevoir. OK? Donc, voilà différentes définitions qu'on peut apporter au feedback. Maintenant, la question que je vous pose, c'est à quoi sert-il? On a déjà commencé à l'évoquer un peu là sur la slide précédente, mais de manière plus globale, ça serait quoi l'enjeu fondamental vraiment du feedback? Et là, on va commencer à rentrer un peu dans la psychologie, en fait. Selon vous, là, je vous laisse quelques instants pour dire en quoi c'est un enjeu aujourd'hui de feedback dans l'entreprise. Et à quoi il répond surtout. Oui, parce qu'il y avait des réponses tout à l'heure sur à quoi sert-il un peu de manière individuelle. Alors, on nous dit donner de la reconnaissance. J'ai l'impression que ta question est plutôt globale. À quoi il sert? À l'entreprise, peut-être? À quoi sert-il de manière, non pas forcément à l'entreprise, Ok. par rapport à la personne. Ah, ok, bah alors on a donné de la reconnaissance, Ouais. faire évoluer les pratiques, améliorer la communication, étayer une revue de performance ou un plan de développement. Il sert à prendre en considération les avis des autres et on a aussi à contribuer au développement professionnel. Ok. Ouais. Ça ne coûte rien et ça motive et ça engage les collaborateurs. Complètement, complètement. Ouais, effectivement. Alors, de manière très globale, on va dire qu'effectivement, le feedback, c'est un signe de reconnaissance. Alors là, on va parler un petit peu analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Mais il faut savoir que les signes de reconnaissance, recevoir des signes de reconnaissance, c'est un besoin vital pour les individus. Ça, c'est quelque chose qui a été, on va dire, prouvé. Il y a eu des expériences qui ont été faites par rapport à ça. Je vous ai mis une petite image de Goldman qui renvoie à la chanson, vous savez, Tous mes pas d'indifférence. Je ne vais pas vous la chanter, je chante très faux, mais l'idée, c'est vraiment que l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire pour un individu. Si vous prenez un nourrisson, que vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire, mais il n'a aucun signe de reconnaissance, il peut dépérir. C'est-à-dire que vous restez neutre, de marbre, face à un nourrisson, il peut dépérir. C'est vraiment un besoin vital. Une fois qu'on a compris ça, on a compris en quoi c'est essentiel dans l'entreprise, dans le développement des collaborateurs, de donner des signes de reconnaissance. D'accord? Donc, ne pas donner de feedback, en soi, c'est déjà un feedback. Ça veut dire, je ne te reconnais pas dans la personne que tu es. Et ça peut être très violent pour une personne. Donc, c'est important, c'est essentiel de pratiquer le feedback dans l'entreprise. Et donc, vous l'avez dit, feedback positif, il va reconnaître le travail et les qualités d'une personne. Il y a les faits, il y a aussi l'être. Et ça va donc le renforcer dans sa confiance en soi, dans son estime de soi, dans sa motivation et dans son engagement au travail. Un feedback constructif, pour celui qui le reçoit, il va permettre d'ajuster son comportement pour plus d'efficacité opérationnelle et pour plus de qualité aussi relationnelle. D'accord? Donc, c'est vraiment très essentiel de comprendre que le feedback, c'est un signe de reconnaissance et que ça répond à un vrai besoin des individus. D'accord? Ce n'est pas juste une pratique en entreprise pour faire joli, quoi. Une fois qu'on s'est dit ça, alors je vais faire un petit focus quand même sur les signes de reconnaissance, parce que c'est la base de la pratique du feedback. Quand on comprend comment ça fonctionne, c'est plus simple après de pratiquer le feedback. Dans les signes de reconnaissance, on va trouver deux types de signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance conditionnels, c'est ceux qui sont basés sur le faire, sur le comportement de la personne. D'accord? Et là, ça peut être des signes de reconnaissance positifs ou des signes de reconnaissance négatifs. Dans les deux cas, quand vous faites un feedback sur du conditionnel, c'est-à-dire sur des faits, effectivement, donc il faut donner des exemples précis et concrets. D'accord? Voilà, expliquer ce que vous avez vu. Le signe de reconnaissance inconditionnel, il est basé sur l'être, sur la personne. Et là, ça commence à être un peu plus touchy. D'accord? Si on fait un signe de reconnaissance positif inconditionnel, là, on ne va pas toujours être précis, on ne va pas toujours avoir des éléments factuels,
Ça peut être, par exemple, j'apprécie de travailler avec vous ou j'ai confiance en vous. Après, on peut étayer avec des exemples, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça nécessite vraiment que le feedback soit authentique, sincère, spontané, pour qu'il soit bien perçu par la personne. Parce qu'on ne sait pas toujours comment va réagir la personne, même face à un feedback ou un signe de reconnaissance qui est positif. Il y a des personnes qui ne savent pas accepter les compliments. D'accord? Ça dépend de notre éducation, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est vraiment essentiel que votre feedback il soit authentique et qu'il soit gratuit surtout, que ça ne soit pas manipulatoire. C'est-à-dire qu'on ne brosse pas la personne dans le sens du poil pour après lui dire quelque chose de négatif. D'accord? Donc, c'est toujours un petit peu plus touchy quand on touche à l'être. Et surtout, ce qui est à proscrire, c'est un signe de reconnaissance inconditionnelle négatif, parce que là, on va rentrer dans du jugement de valeur. Donc ça, c'est à bannir. C'est voilà, hors jeu en management. Tu es vraiment nul, on ne peut pas compter sur toi. Ça, c'est vraiment destructeur. Ça peut faire perdre en estime de soi, ça crée du stress, ça crée des réactions défensives. D'accord? Donc, voilà, pour revenir après sur le conditionnel, si on est sur du conditionnel positif, l'idée, c'est donc des exemples précis, de dire qu'est-ce qui était bien et pourquoi c'était bien pour faire du renforcement positif. Par exemple, j'apprécie ta ponctualité régulière à nos réunions. Ça nous permet de toujours commencer à l'heure, de finir à l'heure et de passer à autre chose. Voilà, je vous donne des exemples comme ça au hasard. Un signe de reconnaissance conditionnelle négatif. Alors là, il faut vraiment donner des exemples très, très concrets, c'est important. Et puis, il faut spécifier quelles seraient les conséquences à ne rien changer et surtout les bénéfices à faire différemment. Je vous donne un exemple. Ta prise de parole manquée d'argumentation pour impacter ton auditoire, elle gagnerait en impact avec plus de préparation. Voilà, je vous la fais comme ça sur le moment. Mais là, il faut bien comprendre que l'intention, elle est positive. L'intention est de faire se développer la personne et déclencher des prises de conscience. Voilà. Est-ce que c'est clair là, pour les signes de reconnaissance? Dites-moi rapidement dans le chat si c'est OK. Parce que c'est la base hein, après pour la construction du feedback. Ça a l'air bien. OK, oui, parfait, OK. Oui, Ouais. OK. Ouais, c'est super clair. Bon, super, merci. Alors, maintenant qu'on a vu les enjeux du feedback et ce que c'était, je vais vous poser une nouvelle question. Je vais travailler un petit peu. Quand est-ce qu'on fait du feedback en entreprise, selon vous? Alors, pareil, je vais te dire. Donc, on a une fois par semaine. Ouais, c'est bien hein, si on arrive à faire une fois. On a une fois par semaine, on fait un point. En gros, on a quand c'est dès que c'est possible. Ouais. À chaque occasion qui se présente, donc régulièrement, autant que possible. Alors, il y a plein de réponses, je suis un peu perdu. Juste après un événement qui le nécessite, autant que possible, du moment que cela est constructif et utile, régulièrement, lors des one-to-one, durant les points de suivi, autant que possible, lorsqu'on cherche à améliorer des bonnes pratiques pour le collaborateur et l'entreprise, il faut que ça reste naturel, donc dès que ça se présente. Pendant les réunions de service, on dit à l'entretien annuel. Donc, on a eu un peu toutes les temporalités là. Ouais, tout à fait. Alors, ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre des pratiques en entreprise, mais l'idée, c'est de ne pas attendre l'entretien annuel pour faire du feedback, ce qui est parfois le cas. Et là, forcément, quand on doit revenir sur toute une année complète, ça manque d'objectivité, on ne se rappelle pas forcément de tout. Donc, l'idée, c'est bien de faire du feedback en continu. Hein, et chaque fois que c'est possible, de manière personnalisée si possible. On peut le faire en équipe, on peut faire du feedback en équipe, en collectif, lors d'une réunion, lors d'un brief, mais uniquement si on est sur du feedback positif. Bien évidemment qu'on ne va pas s'amuser à faire un feedback constructif ou correctif à une personne devant tout un collectif. Okay, donc, il faut que ce soit le plus
personnalisé possible. Ça nécessite aussi d'attendre que la personne, enfin de s'assurer que la personne est disponible pour recevoir le feedback. Et après, vous avez plein d'occasions de pratiquer le feedback, et dans les deux sens, pas que manager vers collaborateur, ça peut être aussi collaborateur vers manager ou vers RH, notamment lors de l'onboarding. Ça permet de faire des points réguliers sur l'intégration d'un collaborateur, sur comment se passe son intégration, sur comment lui l'aperçoit, sur qu'est-ce qu'il intègre, comment il se développe. Donc là, le feedback, à ce moment-là, il est vraiment essentiel. Okay. À chaque fois qu'il y a l'accomplissement d'une tâche, que ce soit à la demande du manager ou à l'initiative, j'ai une coquille, à l'initiative du collaborateur, on fait un feedback derrière pour voir ce qui est positif ou s'il y a quelque chose qui nécessite d'être amélioré. L'entretien annuel, bien sûr, on l'a dit, voilà, et j'en oublie certainement. Ça peut être fait de manière formelle, écrit, comme pour un entretien annuel, par exemple, mais ça peut aussi être fait de manière informelle. Par exemple, ça peut se faire à la machine à café, à condition qu'il n'y ait pas 10 personnes autour, mais qu'on est bien en one-to-one sur quelque chose qui s'est passé dans la journée, dans la matinée. Voilà. Toutes les occasions sont bonnes pour pratiquer le feedback, d'accord ? Donc, il ne faut pas se mettre non plus martel en tête en disant voilà, je vais. Non, c'est vraiment chaque petit point, petit détail peut être une occasion pour s'entraîner à pratiquer le feedback. Ça sous-entend aussi forcément pour le manager de la proximité. Okay, ça sous-entend qu'il voit aussi ce que fait le collaborateur sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il doit être proche de ses équipes. Ça va être compliqué pour un manager qui est tout le temps dans son bureau d'aller faire du feedback à ses collaborateurs s'il ne voit pas ce qu'il fait au quotidien. Ok, voilà. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on dit que pour un feedback constructif, il faut au moins 6 feedbacks positifs. Donc, allez-y, quoi. Il faut vraiment y aller sur tout ce qui est positif pour venir alimenter la confiance en soi, la motivation, l'engagement. Okay, le feedback constructif, il doit être fait de manière plus vraiment ponctuelle. Voilà, ça peut être aussi, je ne l'ai pas écrit là, mais ça peut être aussi, et c'est même crucial de le faire lorsqu'on est sur du travail à distance. Il y a eu beaucoup de télétravail mis en place suite au Covid. Il y a de la distance qui se crée entre les équipes avec les managers, donc c'est important d'aller faire du feedback et d'aller solliciter du feedback quand on est en travail à distance. Okay, ça évite de se désengager, de se démotiver. Voilà pour ça. Alors, maintenant qu'on a vu le pourquoi, le quoi, le quand, maintenant, on va aller voir le comment. Comment on pratique le feedback, comment on fait de manière très, là, pour le coup, très technique, on va dire. C'est clair pour l'instant ? N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à le mettre dans le chat. Ça a l'air clair. Ouais, ça a l'air clair, super. Merci Lucas. Alors, comment faire un feedback ? Alors, on va commencer par le feedback positif, ce qui paraît plus simple, déjà pour commencer. L'idée, c'est déjà de travailler la posture. On va faire un feedback. Alors, un feedback, déjà, ça se prépare un minimum. Quand on maîtrise l'art du feedback, on peut le faire en instantané, mais ça se prépare quand même, que ça soit positif ou constructif. On s'assure de la disponibilité de la personne, qu'elle est prête à entendre le feedback, qu'on est en one-to-one. Ça, c'est assez important d'être en tête-à-tête. Et que ça soit aussi proche des faits. On n'est pas toujours dans l'immédiateté par rapport à ce qui a été fait, mais ça, c'est valable pour le feedback positif comme le feedback constructif, mais il faut le faire quand même rapidement après les faits, d'accord, pour que ça soit quand même impactant et que c'est du sens. Donc, la première chose, donc une posture d'accueil ouverte et positive, on va partir de faits, d'accord, donc on va décrire précisément ce qui est positif dans l'exemple qu'on va citer. Dans un second temps, on va justifier notre appréciation en indiquant les bénéfices pour la personne, ou pour le collectif, ou pour l'entreprise. Voilà, quels en sont les bénéfices. C'est important de justifier ça de manière très, très précise.
Donc, il ne suffit pas de dire bravo, c'est bien en fait. D'accord ? Faut aller plus loin que ça. Dans un troisième temps, on va aller identifier aussi les ressources, les raisons du succès. D'accord ? Qu'est-ce qui a fait que ça a été une réussite? Qu'est-ce qui a fait que ça a été positif? L'idée, après, c'est de capitaliser dessus. D'accord ? Et de voir comment on va utiliser ces ressources, comment on va ancrer les pratiques dans des situations futures. D'accord ? Et comment on peut faire du renforcement positif par rapport à ça, par rapport à, voilà, et en faire une force pour le collaborateur. OK, donc ça, c'était pour un feedback, enfin un feedback positif. Maintenant, un feedback constructif. Alors, je préfère mettre constructif que négatif. Pourquoi? Parce que dans le constructif, pour moi, il y a une idée une intention positive derrière. Et c'est important quand on se prépare pour un feedback, d'avoir bien ça en tête, d'avoir en tête l'intention. L'intention, elle doit être positive. C'est-à-dire que ça vient servir le développement du collaborateur, ça vient servir voilà, ça vient corriger effectivement peut-être quelque chose qui dysfonctionne, mais ça doit être positif. Si le manager il vient dans un entretien pour faire un feedback dans le but d'avoir raison, par exemple, ou dans le but de dire de se décharger ou voilà, dans une intention qui n'est pas la bonne, le feedback sera complètement perdra tout son intérêt et pourra même être contre-productif. D'accord? Donc, même quand vous avez quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, il faut rester dans une posture d'accueil qui soit ouverte avec une intention positive. Donc, comme pour tout à l'heure, on va partir de faits, d'exemples concrets, et on va décrire précisément soit le fait qui n'était pas adéquat, le comportement gênant, et ça, on va le décrire de manière vraiment précise et objective, d'accord ? Sans jugement. C'est important là de parler, de ne pas rentrer, vous savez, dans le fameux tu qui tue. On va éviter tout jugement. Il faut rester assez neutre par rapport aux faits. Et ce n'est pas toujours facile parce que des fois, on a l'émotion qui peut prendre le dessus. Et justement, par rapport à cette émotion, c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Pour la personne qui va faire le feedback, elle va exprimer son émotion ou son ressenti par rapport à la situation. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle va parler en son nom. Donc, elle va dire « je » et pas « tu ». Je ressens de la colère. Si je reprends depuis le début, tu es arrivé en retard ou tu arrives systématiquement en retard aux réunions. Je ressens de l'agacement, de la colère. Pour moi, c'est synonyme de non-respect du travail, non-respect de tes collègues. Voilà, mais d'accord, et rester le plus factuel possible. Mais là, ça nécessite du coup d'exprimer vraiment ses émotions, son ressenti, ou éventuellement d'aller questionner l'autre sur l'impact que ça peut avoir en tant que ressenti. Ok, ça va dépendre un petit peu de la situation et du contexte. Une fois qu'on a exprimé ça, déjà la personne en face, elle va se mettre elle va faire preuve plus d'empathie parce qu'elle va comprendre ce que vous ressentez. Elle va comprendre qu'elle n'est pas là pour être jugée, pour être attaquée. Elle va comprendre qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui ressent aussi des émotions et elle va mieux comprendre pourquoi le comportement était gênant ou le fait ou la situation n'était pas la bonne. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va exprimer notre besoin. On va formuler une demande parce que derrière chaque émotion, en fait, se cache un besoin. Il faut savoir que nos émotions, c'est nos indicateurs, c'est notre tableau de bord. Elles sont là pour nous dire « Ah, tu es en colère, c'est quoi le besoin derrière ?» Ou « Tu es triste, c'est quoi ton besoin derrière ?» Donc, on va identifier notre besoin et on va aller formuler une demande. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, ça peut être aussi questionner le collaborateur en disant qu'est-ce que tu proposes pour améliorer la situation, ou option 3, faire une proposition. Moi, je te propose voilà, telle option, telle solution. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il faut s'assurer que la personne elle est OK avec votre proposition et qu'elle est bien validée. D'accord? Donc, exprimer une demande, demander une proposition ou faire une proposition. 3 options possibles à ce moment-là. Ça va dépendre un petit peu du contexte du feedback.
Et puis, on ne va pas s'arrêter là parce que c'est important de mettre en évidence les bénéfices mutuels. Donc, on va aller exprimer ces bénéfices et les conséquences positives pour les deux parties prenantes. D'accord? Pour que la personne elle comprenne bien que oui, l'intention, elle va être gagnante aussi dans ce nouveau comportement ou dans le fait de changer la situation. Et puis souvent, on s'arrête là en fait quand on fait un feedback constructif. On dit ok, on se tape dans la main, c'est reparti, et on est plein de bonnes résolutions, plein de bonnes intentions. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire. Il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la personne, elle doit se mettre en action derrière. Donc, on va coécrire avec elle un plan d'action. Hein. Et l'idée, là, c'est de responsabiliser la personne. Ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à ça? De quoi tu as besoin aussi, peut-être? Parce que le manager, il est là aussi pour donner des moyens, donner des ressources, que la personne elle puisse avancer. Et là, on va écrire le plan d'action concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Quand? Le délai? Enfin, voilà. Vous savez, construire un plan d'action. Et on va s'assurer derrière que le plan d'action est bien mis en œuvre. Donc, on va faire des points réguliers pour voir où en est la personne et on va proposer son soutien dans les différentes étapes. Ok, donc vous voyez que ça demande quand même de la préparation, un feedback comme ça. Ça ne se fait pas dans un coin de porte ou voilà. Ça demande de bien réfléchir, de bien peser ses mots, de comprendre, de peut-être, s'il y a une charge émotionnelle, de prendre du recul un petit peu par rapport à la charge émotionnelle pour faire en sorte que ce feedback, il débouche sur du positif et sur le développement de la personne. À ne pas confondre avec du recadrage. On n'est pas là dans un entretien disciplinaire ou dans un entretien de recadrage. Parce que des fois, on peut faire la confusion entre les deux. Voilà pour le comment. Est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors oui, ça dit oui. Donc je pense que c'est plutôt bien. Morgane dit oui. Tout le monde, oui, c'est bon. OK. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, pourquoi c'est pas si simple en entreprise? Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous dites comment, je ne connais pas votre motivation à assister au webinaire, mais c'est qu'il y a de l'intérêt pour le sujet et on constate qu'effectivement, ce n'est pas toujours si simple de pratiquer le feedback déjà en soi, et c'est encore moins simple de développer la culture du feedback dans l'entreprise. Alors, à votre avis, c'est quoi les freins à ça? Qu'est-ce qui peut bloquer la pratique du feedback? Qu'est-ce qui peut faire qu'un manager ne le fait pas ou qu'un collaborateur ne va pas solliciter du feedback? Ça serait quoi les freins potentiels, selon vous? Donc, on a manque de formation et de connaissances sur le sujet. Ouais. Le fait qu'un feedback mal fait peut être blessant. Manque de communication également. Ouais. Le côté bidirectionnel. C'est-à-dire? Alors, je ne sais pas. Il faudrait que Vincent précise. On dit que parfois on ignore seulement la pratique. Manque d'empathie. Alors, peut-être ça veut dire qu'il y a manque d'empathie dans la part des gens dans l'entreprise. Ouais. La peur d'avoir des feedbacks non constructifs. La peur. Peur de la réaction. On avait le côté bidirectionnel qui n'était pas, on n'a pas très bien compris. Le fait ouais, d'accord. En fait, ça peut être dans l'autre sens aussi. Le fait qu'un feedback puisse se faire du manager vers le manager. Du coup, ça peut peut-être faire peur au manager, j'imagine. Tout le monde n'est pas prêt à entendre et accepter les remarques constructives. Ouais. Ok, vous voyez autre chose?
Peur de démotiver le salarié si le feedback n'est pas bien fait. Démotivation, ouais. Il faut savoir y mettre les formes et rester dans la bienveillance. Oui, effectivement. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Alors, voilà, on peut attendre quelques instants, voir s'il y a autre chose. Là, je pense que non. Ok. Donc oui, il y a plein de freins autour du feedback qui peuvent être liés à des croyances, qui peuvent être liés à des comportements, à des peurs. Hein. Vous avez beaucoup cité le mot peur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur dans la communication, hein, de manière générale, la peur de blesser, la peur de pas dire, de pas être compris, de pas dire les choses de la bonne manière, de pas trouver les mots justes, la peur de la réaction de l'autre, comment ça va être pris, est-ce que du coup il va se démotiver, est-ce que voilà, il peut y avoir beaucoup de craintes. Donc en fait, effectivement, ça nécessite des prérequis. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Pour les personnes qui pratiquent le feedback, ça nécessite déjà d'être à l'aise avec ses émotions. Et là, ça commence à se compliquer un petit peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait un feedback constructif, on doit être en capacité d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ses émotions et de comprendre quel est le besoin derrière. Donc ça nécessite déjà d'avoir une bonne conscience de soi. Au-delà de la connaissance, c'est une bonne conscience de soi, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. Et toutes les personnes ne sont pas forcément à l'écoute de leurs émotions, elles peuvent être parfois assez dissociées par rapport à ça. Les identifier, de les comprendre et surtout de comprendre de quoi on a besoin derrière. Donc ça, c'est la première chose, c'est la conscience de soi. Donc là, ça nécessite une certaine maturité déjà en termes de développement personnel. Une fois qu'on a pris conscience de ces émotions, qu'on les a identifiées, reconnues, il faut être en mesure de les exprimer, d'affirmer ces émotions. Et ça, c'est encore autre chose, d'être en capacité de formuler à l'autre ce qu'on ressent de manière assertive, c'est-à-dire dans le respect de soi, mais aussi dans le respect de la personne en face, avec, vous l'avez dit, la bonne forme, de la bienveillance. Voilà, donc ça nécessite de l'assertivité par rapport à ça. Et c'est bien de reconnaître ses propres émotions, mais c'est aussi important d'être à l'écoute de l'autre, d'identifier les émotions de l'autre et du coup de comprendre quels sont ses besoins aussi derrière. Et là, ça nécessite de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Okay. Donc là, on voit que conscience de soi, assertivité, intelligence émotionnelle, ça requiert des compétences comportementales, voilà, c'est pas forcément des choses qu'on apprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'école, ou voilà, c'est du développement personnel. Okay. Autre chose, dans les prérequis, la posture de la personne qui va émettre le feedback est essentielle. Sa posture physique, hein, j'entends. On va parler de la posture relationnelle juste après, mais la posture physique, c'est important que la personne elle soit congruente, c'est-à-dire que entre ce qu'elle va exprimer et entre ce qu'elle va dire de manière explicite et entre ce qu'on va observer, c'est-à-dire le non-verbal au niveau du corps, au niveau de sa posture, il faut que ce soit aligné. Il faut que le regard soit ouvert, il faut que la voix soit posée, calme, qu'on sente que la personne, elle est vraiment là dans une intention de bienveillance. D'accord ? Donc, ça nécessite de travailler sa posture physique, sa respiration aussi également. OK ? Et puis, il y a une autre posture, et là, je vais passer un petit peu de temps sur celle-là, mais c'est la posture relationnelle. Donc là, on est dans le positionnement vis-à-vis de l'autre. Alors, il faut savoir qu'on a, là c'est pareil, je fais appel à l'analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent, mais il faut savoir qu'on a 4 façons de prendre position dans la relation, d'accord ?
Là, c'est un concept qui dit que chaque personne a une perception de soi, une vision de soi, et une perception des autres qui peut être soit positive, soit négative. D'accord? Il faut savoir que cette perception que l'on a de soi et des autres, c'est quelque chose qu'on a construit très jeune, vraiment dans l'enfance. D'accord? Et ces positions, ce qu'on appelle des positions de vie, en fait, elles vont conditionner nos pensées, nos croyances et donc du coup nos comportements derrière dans la relation qu'on va avoir à l'autre. Et donc du coup dans le regard qu'on va aussi porter sur le monde. Donc on va retrouver deux types de représentations dans cette vision du monde. La représentation de soi, donc je vous l'ai dit, donc celle-ci, c'est soit on s'accorde, on se considère comme une personne ayant de la valeur, et ça indépendamment de nos qualités et de nos défauts, mais on s'accorde véritablement de la valeur. Ou alors, on se considère sans valeur, pas à la hauteur, peu important, pas digne d'être estimé ou d'être aimé. D'accord? Et de la même façon, par rapport à la représentation qu'on se fait des autres, la représentation qu'on se fait du monde, on peut considérer que les autres ont de la valeur, sont importants, indépendamment de leur qualité, de leurs défauts. Ou alors, on peut considérer qu'ils ne sont pas importants, qu'ils n'ont pas de valeur ou qu'ils sont voire dangereux et qu'on va se méfier d'eux. D'accord? Donc, quand on combine tout ça, on va retrouver 4 types d'attitudes dans la relation. Donc, si je suis quelqu'un qui, je m'accorde de la valeur, je pense que j'ai de la valeur, par contre, je pense que les autres n'en ont pas, donc je vais être plutôt dans une attitude de supériorité. Je pense qu'on connaît tous, je ne vais pas faire de généralité, mais dans notre parcours professionnel, connu des managers qui pouvaient avoir cette attitude de supériorité, surtout que le pouvoir vient renforcer cette attitude de supériorité. Et donc là, c'est des gens qui vont être plutôt dans la compétition, qui vont être plutôt autoritaires, critiques, qui vont avoir une écoute plutôt sélective, centrée sur les priorités, les objectifs. Donc, c'est plutôt des personnes qui vont avoir tendance à imposer leur vision des choses et vont amener des solutions toutes faites. Donc, ce n'est pas forcément non plus responsabilisant pour la personne. Donc, c'est une attitude qui n'est pas, adéquate pour faire du feedback. Okay. On va retrouver l'attitude opposée qui est l'attitude de soumission. Donc là, c'est l'inverse. C'est je ne m'accorde pas de valeur, je ne suis pas OK. Par contre, j'accorde de la valeur aux autres. Je pense que les autres ont de la valeur. Et là, je vais me mettre dans une posture plutôt d'infériorité. Je vais être plutôt, avoir tendance parfois même à être pessimiste, à me victimiser, à me décourager, à être plutôt dans la dépendance dans la relation aussi par rapport à l'autre. Donc, je vais avoir une écoute plutôt passive, centrée sur les opinions, les idées de l'autre, les objectifs de l'autre. Moi, je vais plutôt m'effacer en tant que personne dans cette attitude-là. Donc là, vous comprenez aussi que on ne peut pas faire de feedback avec une posture et une attitude de soumission. Et puis, on a une autre attitude qui est possible quand on considère que soit nous-mêmes, nous n'avons pas de valeur et les autres n'ont pas de valeur non plus. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu la cata. On est soit dans des attitudes de passivité, de fuite, ça peut être aussi de la rébellion. On va être plutôt très critique, méfiant, dans une posture plutôt de fermeture. On va prendre des distances, on n'est pas trop dans l'échange, donc là, le feedback, c'est même pas la peine d'y penser. Et on va avoir même tendance à baisser les bras ou à aggraver les problèmes. D'accord ? Et puis, la dernière attitude, qui est celle qui est privilégiée pour la pratique du feedback, c'est l'attitude de coopération. Et donc là, ça nécessite, vous l'avez bien compris, du coup, de s'accorder de la valeur par rapport à soi et d'accorder de la valeur aux autres. Et là, on va être dans de la synergie, on va être dans de la négociation, on va fonctionner de manière plutôt interdépendante avec les autres. Donc, on va être dans une posture d'ouverture. On va avoir plutôt une écoute active. On va valoriser l'autre et on va être orienté plutôt solution que problème. D'accord ? Donc, vous voyez bien que là, on fait face on rentre dans le domaine un peu de la psychologie, parce que c'est en lien avec nos positions de vie, avec nos croyances qu'on a sur nous-mêmes, nos croyances qu'on a vis-à-vis du monde.
Et c'est ce qui vient conditionner notre manière de communiquer, notre manière de rentrer en relation avec l'autre. Et donc, on n'a pas toujours cette attitude de coopération en fonction du contexte, en fonction des personnes, en fonction de notre moment de vie, en fonction, voilà, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Donc, ça nécessite, encore une fois, d'avoir une bonne conscience de soi pour se mettre dans une posture relationnelle qui est la bonne pour faire du feedback. Je fais une petite pause déjà par rapport à ça. Est-ce que c'est clair, cette notion de positionnement relationnel? Même si on va laisser un petit temps, là, on va se laisser une dizaine de minutes pour les questions, puisque j'ai presque fini. Oui, on nous dit que c'est clair. Ok. Voilà, merci pour ces précisions. Très clair. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air clair. Parfait. Et le dernier point que j'avais envie d'évoquer avec vous dans ces prérequis, qui est même le point peut-être le plus important de tous, c'est d'identifier ses croyances. On a tous des croyances dans notre vie, c'est lié à notre éducation, à notre construction identitaire, à tout ce qu'on a vécu. Et nos croyances, elles peuvent être aidantes ou elles peuvent être limitantes. D'accord? Donc, l'idée là, c'est d'aller identifier quelles sont nos croyances limitantes. On l'a vu déjà dans le positionnement relationnel, pour pouvoir les dépasser. Donc, on a des croyances limitantes vis-à-vis de soi, mais on peut avoir aussi des croyances limitantes vis-à-vis du feedback. Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là, selon vous, qui pourraient être limitants en termes de croyances par rapport au feedback? Là, je vous laisse quelques secondes dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres idées là qui pourraient vous venir? On a vu les peurs, déjà un petit peu. Il y a des choses Alors, est-ce qu'on a des choses? Non, pas encore. Pas trop d'idées sur cette question, ça sèche un peu. Oui, ça sèche, je vais vous aider un petit peu. Il peut y avoir plein de croyances sur le feedback qui sont liées aussi parfois à notre éducation. Ça peut être je ne dois pas demander du feedback, c'est à l'autre d'y penser. Ça serait normal que ce soit lui qui me dise des choses. Je ne vois pas pourquoi j'irais lui demander un feedback. C'est pas normal. Ou si je dis que c'est bien, il va relâcher l'effort. Ça aussi, ça peut être une croyance. Donc c'est normal de faire son boulot. Il est payé pour ça. Je n'ai pas à lui dire que c'est bien. Okay, c'est normal, c'est le job. Ça, c'est une croyance, moi, j'ai souvent entendu chez les managers. Ou tant que je dis rien, c'est que ça va. Par contre, le jour où je te dis quelque chose, en gros, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça, c'est pareil. C'est assez récurrent, ça, dans la bouche des managers. Et puis, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, si je dis que ça ne va pas, il va se démotiver. Ou il y a une autre crainte qui n'a pas été dite, que moi, j'ai coaché une personne récemment. Sa crainte, c'était que si elle disait des choses, si elle faisait des feedbacks constructifs, elle avait peur de ne plus être appréciée, en fait. Elle était dans un driver fait plaisir, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. Et c'était une manager qui était beaucoup dans l'affect, du coup, et qui avait besoin d'être appréciée, qui avait besoin d'être aimée de son équipe. Et du coup, elle avait cette peur que si elle commençait à dire ce qui n'allait pas ou ce qui devait être amélioré, elle ne serait plus appréciée par son équipe. Ça, c'est une peur aussi, une crainte qui est très courante. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a beaucoup de croyances autour du feedback, et que ça nécessite non seulement de développer la partie technique du feedback, vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'apprend le feedback. Donc là, on passe par de la formation
comment on construit un feedback. Mais ça nécessite encore plus d'accompagner les personnes dans le développement de leur posture, dans le développement de leur savoir-être, dans le développement de leur positionnement relationnel. Et là, on est vraiment sur du développement qu'on va faire en coaching. Hein. C'est vraiment identifier tout ce qui peut être bloquant, comprendre ce qui peut être bloquant pour dépasser ça et adopter une posture qui soit la bonne, et une posture qui soit positive et qui incite à la pratique du feedback, toujours dans les deux sens, c'est-à-dire savoir en donner, savoir en demander, savoir en recevoir aussi, parce que ce n'est pas toujours facile. Et la dernière chose, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais c'est parfois aussi savoir le refuser, le feedback, quand on estime qu'il n'est pas justifié ou qu'il peut être blessant. On est aussi en capacité de refuser un feedback. Voilà, écoutez, moi j'en ai fini